Bonjour à tous pour ce 5e épisode de Vlad du Zomblard, l'émission qui explore le genre du film de zombies. Et bon, on a fait de gros détours durant quelques épisodes en mettant en avant des aideries venant d'Europe, en particulier la France et l'Italie. Mais stop, on arrête les conneries 2 secondes et on revient aux États-Unis. En plus, avec une grosse production qui n'est pas réalisée par n'importe qui plus est avec un gros casting. Certes, le film du jour est un remake, mais dans une certaine mesure, je trouve qu'il a posé de nouvelles bases solides sur ce que sera le film de zombies moderne, pour le meilleur et pour le pire. Après, le changement ne se fait jamais sans quelques choix plus ou moins casse-gueule. Amateurs de têtes qui explosent, de morts vivants qui courent tellement vite qu'ils auraient pu faire les Jeux Olympiques ou encore d'un accouchement bien dégueu, vous êtes au bon endroit car Vlad du Zomblard. Sorti en 2004, L'Armée des Morts ou Dawn of the Dead en VO est un film d'action horrifique franco-canado-américain, mais surtout, c'est le premier film d'un certain Zack Snyder. Ayant d'abord débuté dans le vidéoclip pour des artistes tels que ZZ Top, Morrissey, voire Rod Stewart. C'est vraiment dans les années 2000 que le mec va commencer à se faire un nom, notamment dans la pop culture, en adaptant énormément d'œuvres tirées de comics. En plus des auteurs assez reconnus, Frank Miller avec le péplum musclé 300 en 2007, l'anarchiste Alan Moore via son chef-d'œuvre jugé inadaptable, le fameux Watchmen en 2009, qui, encore aujourd'hui, continue d'alimenter les débats, le livre pour enfants écrit par Catherine Lasky avec le film d'animation Le Royaume de Gaoul en 2011, auquel, je vais pas vous le cacher, j'ai très peu de souvenirs. En plus, à cette époque, la surabondance de 3D dans l'animation commençait vraiment à me saouler. Sans oublier l'année suivante, le fantasme de geek pour de nombreux amateurs, le très fun Sucker Punch, qui n'est pas tiré d'une œuvre préexistante, mais qui s'inspire d'énormes influences. Une sorte d'Alice au Pays des Merveilles sous forme de jeu vidéo dans l'enchaînement des univers présentés et des différentes missions. Un actionneur déstabilisant et un peu répétitif par instant, mais tellement généreux et spectaculaire dans son rapport à la pop culture. Mais la hit Zack Snyder va passer un nouveau cap juste après. En effet, on est en 2013 et à ce moment-là, le MCU, Marvel Cinematic Universe, via Disney, domine le cinéma de divertissement. Forcément, Warner veut sa part du gâteau et ça tombe bien, il dispose du légendaire concurrent à Marvel, le catalogue DC Comics. Avec une envie également de développer son propre univers étendu, le DC Extended Universe, Zack Snyder, vu son passif, est un choix somme toute logique pour débuter cet univers avec Man of Steel. Suivant la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, Zack Snyder réussit à créer une ambiance réaliste et mature tout en s'appropriant le mythe de Superman. Si le scénario a quelques trous par instant, l'action est spectaculaire et les visuels sont soignés. Un Henry Cavill bodybuildé, une BO signée Hans Zimmer et 30 dernières minutes de destruction non-stop, Man of Steel met le point sur la table pour nous amener sur plusieurs pistes par la suite. Car oui, 3 ans plus tard, il réalise le fantasme qu'on attendait depuis longtemps, confronter l'homme d'acier au Dark Knight avec Batman vs Superman, l'aube de la justice. Un choc des titans qui à sa sortie n'a pas fait l'unanimité, tentant de s'imposer face au modèle Marvel trop rapidement, car outre les 2 mastodontes, le film essaye d'installer Wonder Woman, Flash ou encore Aquaman, tout en laissant quelques trous dans le scénario, mais tout ceci est rattrapé par la version longue qui corrige les défauts de la version ciné. Une claque qui a réussi à être réévaluée au fil des années. Ça va être un petit peu plus compliqué avec Justice League, 5e volet du DC Extended Universe, censé regrouper tous les super-héros de cet univers. La production va être catastrophique. En effet, le réalisateur perd sa fille durant le tournage et quitte le projet pour rester auprès de sa famille, ce qui est tout à fait normal, et c'est Joss Whedon qui lui succède pour terminer le film. Le résultat, malgré un succès modeste, va clairement décevoir, si bien qu'une mobilisation se crée auprès des fans pour que Zack Snyder revienne pour sortir sa propre version. D'une durée de 4 heures, la Zack Snyder Justice League améliore nettement l'appréciation, permettant d'approfondir les personnages et les enjeux. Cependant, Zack Snyder assume pleinement ses problèmes et ses cartouches narratives avec joie et une émotion forte. Une œuvre suffisamment folle pour valoir le détour, ne serait-ce que démontrer que les passionnés peuvent aussi avoir leur mot à dire. Malheureusement, ça restera un stand-alone qui ne suffira pas à maintenir l'intérêt pour Warner qui, après d'autres déceptions, décidera de rebooter l'univers DC à travers la vision de James Gunn et ça commencera cette année avec le nouveau Superman. Depuis, le cinéaste est allé voir s'il pouvait mieux pousser ailleurs en faisant un partenariat avec Netflix. D'abord, un film de zombies, mais on y viendra plus tard puisqu'il est lié au sujet du jour. Mais surtout, Rebel Moon. Son Star Wars a lui une sorte de space opéra blindé d'influence mais dont les ambitions n'arrivent pas à sauver le truc,
enfin la chose, du naufrage, que ce soit la première ou la deuxième partie d'ailleurs. Et les versions longues se voulant plus sanglantes ne servent finalement pas à grand chose. Grosse déception pour un cinéaste dont on a toujours vanté le langage cinématographique. Un génie incompris, un créateur de mythes ou encore un idiot qui filme avec sa caméra n'importe comment, Zack Snyder polarise le cinéma moderne et continue d'alimenter les débats. Deux parties tellement poussées à l'extrême. Les fans qui le protègent jusqu'à l'aveuglement et les haters qui s'empresseront sans recul de détester tout ce qu'il fait. Mais par sa méthode de travail, sa mise en scène et ses gimmicks, on ne peut nier, qu'on aime ou pas, l'influence qu'il a laissée dans le paysage du film de super-héros et un potentiel de cinéma aux possibilités gigantesques. Une excitation qui aurait pu s'arrêter dès ses débuts en prenant un risque énorme, à savoir remaker le fameux Dawn of the Dead de Papi Romero. Considéré comme l'un des chefs-d'œuvre incontournables du film de zombies, tu t'attaques à un monument et franchement, il va s'en sortir avec les honneurs. C'est parti pour l'armée des morts. L'histoire est somme toute basique. Les gens se réveillent un matin en plein cauchemar, le monde n'est qu'un immense champ de ruines où une horde de morts vivants, assoiffés de sang et avides de chair fraîche, s'en prend au dernier survivant. Après avoir miraculeusement réussi à s'échapper de son quartier, Anna rencontre André et sa femme enceinte, Michael et Kenneth, un officier de police, pour se diriger vers le centre commercial, un endroit sûr et sécurisé, alors que dehors, la situation empire. Désireux de redonner un nouveau souffle au genre après une décennie 90 assez pauvre au niveau zombie, tout en rendant hommage au film original, Zack Snyder, conscient de ne pas atteindre la frénésie politique que George Romero avait insufflé dans Zombie avec cette intro en huis clos sur un plateau de télévision, tout en enchaînant un assaut dans un bâtiment peuplé de morts vivants. Ici, le cinéaste, bien aidé par un confortable budget de 26 millions de dollars, pour une production de ce type, c'est énorme, propose ce que le réalisateur de Creepshow n'avait pu faire. De pures scènes apocalyptiques à grande échelle, bien vénères et gore. Une ambiance beaucoup plus tendue où on se rend compte que le chaos dans le monde a été déclenché en même pas quelques heures. Ils sont tous tombés, quoi. Et il faut que j'aille voir. Ce n'est pas la peine. Ils se sont relevés. Et... En tout cas, je vais essayer. Vous n'irez pas loin tout seul, voyons. Et ils se sont entre-dévorés. Je vais quand même essayer. Ne faites pas l'idiot. Zack Snyder a l'intelligence de se démarquer de son modèle tout en conservant sa trame narrative dans le centre commercial, mais délaissant sa charge critique de la société de consommation au profit d'un survival trash étendu. Car oui, à la différence de l'original où, cher à Romero, l'horreur primait tout en la liant à un propos politique, ici le futur réalisateur de Watchmen garde l'élément horrifique de base, la figure du zombie toujours aussi terrifiant, mais en partant sur le gros film d'action bien bourrin. Et sur cet aspect, vous allez être servi, le film ne ménageant jamais ses effets pour nous en mettre plein la gueule. Andy ? Je suis désolé, mon frère. Frère ? C'est comme ça que tu traites ton frère ? Heureusement que je fais pas la même chose avec ma famille. Hein. D'un autre côté, s'il y a un des membres qui se transforme, j'aurais peut-être pas le choix de lui exploser la cervelle. Dilemme. Cruel dilemme. Un montage abrupt, très porté caméra à l'épaule, notamment son final dantesque, les headshots explosifs et le tronçonnage de zombies sont assez jouissifs à l'écran. Des scènes chocs qui sauront satisfaire les spectateurs amateurs en sensations fortes. Le cinéaste voulant adopter, et ça se voit au pré-générique, une approche prise sur le vif, proche du documentaire. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez rappeler ultérieurement. Une mise en scène rythmée due surtout et en grande partie au comportement des zombies. Je suis pas forcément du genre à jouer au jeu des comparaisons, mais là, pas trop le choix. Dans le film original, comme d'autres œuvres à la même époque, ceux de Lucio Fulci par exemple, si la contamination était toujours faite due à la morsure, la différence se fait surtout dans leur déplacement. Ils étaient très lents et se révélaient surtout dangereux en groupe. T'as un zombie devant toi, si tu cours vite et que t'as une bonne arme, tu peux le tuer assez facilement. Dans l'armée des morts, c'est plus compliqué que ça. Déjà, il garde une certaine force, mais il court. Il court vite, très vite, prêt à te taper un 100 mètres pour te choper. Et forcément, pour leur exploser la tête, ce qui reste le seul moyen de les buter, et ben c'est chaud quand t'as un monstre devant toi qui bouge dans tous les sens. Certains fans, dont George Romero lui-même, s'étaient quelque peu offusqués de ses prises de liberté à l'écran. Maintenant, le film, malgré ses trahisons, a au moins le mérite d'avoir sa propre identité. Après les zombies qui tapent un sprint,
certains films d'horreur italiens le faisaient déjà, le génial Retour des morts vivants de Dan O'Bannon le faisait déjà, voire un an avant l'Armée des morts, Danny Boyle le faisait aussi avec 28 jours plus tard. Personnellement, ça me choque pas plus que ça. L'autre force du film, c'est également son casting. La toujours excellente mais la trop rare Sarah Polley, qui dénote dans sa filmo, plutôt habituée au cinéma d'auteur, Mickey Pfeiffer, connu pour la série Urgence et 8 Miles, Jack Weber, que j'avais trouvé très touchant dans Rencontre avec Joe Black, Michael Kelly, habitué des seconds rôles aussi bien au cinéma que sur le petit écran en CG, au début détestable, il devient par la suite le perso le plus badass du film. Et enfin, Vine Grimes. D'abord connu via Quentin Tarantino dans Pulp Fiction, il sera l'un des visages incontournables de la saga Mission Impossible. Ah, je vois. T'as vu l'enfer de près hier et t'as la trouille de t'y retrouver à cause des saloperies que t'as pu faire. Je vais te dire, va aux chiottes. Dis 5, je vous salue Marie. Torche-toi bien, et toi et le Seigneur, vous serez quittes. A noter aussi en bon remake qu'il est, des petits caméos des acteurs du film original. Que ce soit Scott Renninger, le légendaire maquilleur Tom Savini, qui d'ailleurs avait réalisé un remake en 1990 de La Nuit des Morts Vivants, et Ken Foree, éternel Peter du film original, qui ici joue un évangéliste livrant un discours sur le jugement divin, justifiant l'humanité à sa propre extinction. Que lorsqu'il n'y aura plus de place en enfer, les morts reviendront sur la terre. En ces temps où les remakes étaient légion dans les années 2000, on s'était quand même tapé les relectures assez merdiques de Fogg, Vendredi 13, voire Les Griffes de la Nuit. Il faut reconnaître le savoir-faire d'un réalisateur qui avait encore tout à prouver, même si déjà on n'évite pas certains gimmicks du réalisateur qu'on verra par la suite. Notamment ses ralentis, il peut pas s'empêcher d'en foutre partout, et des fois ça sert à rien. Mais dans l'ensemble, on est quand même dans le top du panier niveau remake de films d'horreur, au même titre que Halloween signé Rob Zombie et La Colline à des yeux signé par le Frenchie Alexandre Aja. Sa mise en scène cadencée, ses acteurs au top, son écriture notamment sur les relations entre les personnages signé James Gunn, le futur réalisateur des Gardiens de la Galaxie, qui à cette époque s'était fait connaître via la boîte de prod Trauma et avait écrit les scénarios des deux films Scooby-Doo. On se refait pas. À noter, une version longue de 10 minutes avec plus de plans gore et le développement de personnages plaide clairement en sa faveur. Bon, on n'oublie pas quelques petits défauts, la scène du bébé zombie est ratée, l'épilogue aurait pu être mieux géré, le génie de fin est juste ridicule, et certains persos ne servent à rien et sont juste insupportables, que ce soit le gay ou la pétasse blonde. Je ne trouve pas. Chips, viens là, allez, viens, Chips. Allez, viens, Chips. Viens, mon chien, allez, viens me voir. Mais c'est assez secondaire par rapport au reste, sans oublier le design des morts vivants. Bah oui, qu'est-ce que serait un bon film de zombies sans de bons zombies à l'écran? Et je déconne pas, entre une époque où ils étaient maquillés avec le cul, faute de talent ou de moyens, et actuellement des bouillies numériques, revenir un petit peu aux fondamentaux de temps en temps, ça fait pas de mal. Zack Snyder ayant refusé qu'il soit en image de synthèse, le maquilleur David Leroy Anderson, récompensé par 2 Oscars des meilleurs make-up pour le professeur Folding et Men in Black, excusez du peu, a entamé un processus de recherche via des photos de cadavres. Le travail de maquillage est très impressionnant entre les yeux cernés, la peau pâle, les plaies humides, le sang plus épais et plus sombre, voire quelques revenants révélant quelques parties du squelette et des visages juste méconnaissables. C'est au total plus de 3000 morts vivants qui sont présents à l'écran, du jamais vu. Gros succès à sa sortie, plus de 102 millions de dollars à travers le monde. Une suite était bien évidemment dans les tuyaux depuis 2007, sauf que Zack Snyder est parti sur d'autres projets. Et ça a longtemps traîné jusqu'en 2019 où Netflix récupère les droits et où Zack Snyder revient derrière la caméra après avoir délaissé l'univers DC, imaginant une histoire se déroulant à Las Vegas et explorant une nouvelle évolution de zombies. Sorti en mai 2021, Army of the Dead raconte les mésaventures de mercenaires devant récupérer 200 millions de dollars dans un casino de Las Vegas, une ville infectée de zombies. Un film de braquage avec Dave Bautista et Ella Purnell assez ambitieux, ramenant le réalisateur à retrouver ses racines gore de ses débuts, mais finalement assez oubliable et con par moments. Une sorte de suite spirituelle de l'Armée des Morts, mais finalement sans aucun vrai lien, qui d'ailleurs aura un préquel la même année, Army of Thief,
tout aussi inutile que vain. En tout cas, même encore aujourd'hui, rares sont les films hollywoodiens à gros budget à aller aussi loin dans le crasseux et les effets spéciaux bien gore dans un actionneur horrifique. Et pour cela, car en soi, c'est son seul vrai gros défaut d'être le remake d'un classique incontournable de l'horreur. La simple existence, ne serait-ce dans ses intentions visuelles de l'Armée des Morts, mérite d'être saluée. On va se marrer. Voilà, ce 5e épisode de Vlad du Zomblard est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous motivera à voir ou à revoir l'Armée des Morts de Zack Snyder qui, s'il n'atteint pas les hauteurs de son modèle, fera autant plaisir aux fans de cinéma d'horreur que les fans de cinéma d'action. Et ça, c'est déjà pas mal. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.